Manon Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Alors, essayons de vous situer d'abord. Vous êtes né en 51 à Montmartre. Vous êtes un titi de Paris, fils d'ouvrier, aîné d'une famille de 6 enfants. Je suis pas né à Montmartre, en fait, je suis né à Juvisy. J'ai passé toute mon enfance à la porte de Montreuil, donc j'ai fait partie des gangs de jeunes On appelait les délinquants. blousons noirs dans les années 60-70, c'est ça? Ouais, les blousons noirs, j'étais pas un blouson noir, moi j'étais un délinquant déjà assez sérieux, c'est-à-dire que j'étais plutôt dissimulé. Oui. Je me baladais pas sur la place publique avec un blouson. J'avais une petite veste tout à fait ordinaire avec un calibre à l'intérieur, voilà. Donc oui, après ça s'était mal terminé, puis j'ai changé de vie et maintenant je suis écrivain et cinéaste. Voilà, alors je vois que vous avez un film à l'affiche actuellement, alors où est-ce qu'on peut vous voir? Bah, écoutez, me voir moi, ça va être difficile, mais mon film, il est au studio Galande tous les jeudis. Donc ça s'appelle Enquête à domicile. C'est un polar, donc encore une fois, hein, bien sûr. Donc c'est en noir et blanc. Je l'ai tourné en 10 jours avec 15 000 € et j'ai mis 10 ans de post-prod. Hein. J'ai vachement galéré, mais bon, on a la copie zéro. Elle est au studio Galande tous les jeudis, donc vous pouvez aller le voir. Mais alors, ce soir, nous sommes ensemble pour ce Bleu de chauffe. Alors d'abord le titre, qu'est-ce que c'est que ce Le bleu de chauffe, c'est l'habit de travail des chauffeurs à l'origine. Des chauffeurs, donc les types qui chauffaient les locomotives. Alors maintenant, les chauffeurs, on devrait plutôt les appeler les chauffés parce qu'ils ont la clim. Mais bon, au départ, c'est parce qu'ils avaient très chaud, ils chargeaient les machines avec du charbon, quoi. Donc c'est les bleus des chauffeurs de locomotives, voilà, qu'on a utilisé dans les chaufferies par la suite. Alors l'histoire de ce Bleu de chauffe, on peut dire que c'est l'histoire donc de Mammouth qui veut faire la peau à son patron, Dolto, qui est une sorte de ripou des travaux publics, hein, comme on en trouve quelques-uns. On peut en trouver. Voilà. Donc ça c'est le fil directeur et il va se passer beaucoup de choses dans ce livre parce que ce Mammouth a quand même un passé qui ressemble un peu au foot. Il a fait des bêtises, hein. Il a fait son petit tiercé chaque dimanche au PMU mais avec un 11,45 au lieu de faire 11,43, je reprends. Voilà, avec sa pince à tiercer, voilà. Et ça ressemble un petit peu. Est-ce que Mammouth, c'est vous dans ce livre? Quelque part, c'est un double, mais j'ai un amorphosé. Vous savez, les romanciers, ils s'inspirent parfois du réel, parfois pas. Ce sont des histoires vraies. Toutes les histoires du bâtiment sont vraies. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé régulièrement dans le bâtiment. C'est-à-dire, bon, je fais des films aussi, donc c'est très difficile. C'est des métiers qui sont pénibles aussi, hein, le cinéma et la littérature. Enfin, pas la littérature, je dirais plutôt que je suis romancier, moi je raconte des histoires. Donc j'ai été obligé régulièrement de retourner travailler dans le bâtiment. Et puis j'ai recueilli comme ça un nombre vraiment assez sérieux d'histoires que j'ai vécues, que j'ai connues, qu'on m'a racontées. Ce qui n'est pas évident pour un roman, je veux dire, hein, c'est d'arriver à prendre des anecdotes, telles que toutes ces anecdotes, et de les insérer à l'intérieur d'une trame de suspense, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire une sorte de système d'ondulation des anecdotes avec la trappe de suspense, hein, qui est légère, qu'on ne sent pas, il ne faut pas qu'on la sente. Bien sûr. Hein, alors, donc mais qu'elle tienne le lecteur quand même en haleine jusqu'au bout. Je pense que le monde du travail à ces niveaux-là, où on pousse les gens vraiment dans des formes de dépression, les gens peuvent vraiment péter les plombs et se retrouver avec un grave problème névrotique, quoi. Et donc j'ai voulu que pousser mon personnage dans son retranchement, avec aussi la réalité qui intervient, qui est sordide, et notamment le bébé mort dans le puits, on ne va pas en dire plus, qui est la goutte qui fait déborder le vase, hein, si on peut dire. Hein. Mais vous parlez effectivement de débordements névrotiques, mais on a l'impression quand même que cet homme est marqué par son passage en prison. Oui, j'ai voulu aussi ça. J'ai voulu signifier que certains systèmes d'incarcération peuvent rendre fous. Ils peuvent pousser des gens à devenir des fauves ou des fous. Et on a pu constater que certains systèmes d'isolation sensorielle, notamment sur les jeunes détenus, il ne restait que 2 solutions, soit le suicide, soit la folie. Et comme j'ai connu ça personnellement, j'ai pas à m'en cacher, je pense que c'était bien que je l'évoque. Alors moi j'ai de la chance parce que j'ai un caractère vraiment en béton armé, en acier et tout, et je m'en suis très très bien sorti. Et je sais pas, un peu grâce à beaucoup de choses, grâce à un éducateur normalement, que je vais pas évoquer ici, c'est pas le lieu, mais vraiment un éducateur a fait un travail avec moi qui a été extraordinaire pendant plusieurs années et je m'en suis sorti bien et très bien, mais d'autres n'ont pas eu cette chance, cette rencontre et d'après moi soit se sont suicidés ou peuvent devenir des psychopathes vraiment sévères, mais à cause des conditions d'incarcération et d'isolation sensorielle notamment. Ce livre qu'on a aujourd'hui est quand même le produit d'un conte de fées. Vous l'envoyez chez Gallimard et chez Stock,
c'est-à-dire chez Jean-Marc Robert, et vous recevez une réponse immédiate. Eh ben, écoutez, c'est simple, je l'envoie le 6 juin, donc je finis, je termine, et je reçois une lettre, un télégramme, enfin non, bon, moi j'ai des problèmes, je suis dans la campagne, tout ça, j'ai fait couper le téléphone, alors je reçois une lettre de France Télécom, je dis mais qu'est-ce que c'est, putain, France Télécom, j'en ai marre, ils m'harcèlent et tout, le facteur me dit non, on fait pas l'autruche, Lila, tout ça, on sait jamais, alors j'ouvre la lettre et je vois, je viens de commencer la lecture de votre manuscrit, je dis non mais quel est le blaireau qui a donné mon manuscrit à France Télécom, et puis non en fait c'était un télégramme de Jean-Marc Robert. Il n'avait même pas terminé encore. Il avait pas, je viens de commencer la lecture quoi, le 8, donc 2 jours après, un coup de fou quoi. Alors au départ j'ai pas cru, j'ai dit non c'est un blaireau de France Télécom qui me fait une farce, il y a quelqu'un qui a remis mon manuscrit, ils se sont gourés, la poste et tout quoi, puis pas du tout, c'était Jean-Marc Robert, il était enthousiaste sur le manuscrit. Voilà. Je veux revenir à quelque chose, parce que là on est devant une citation de Marcel Aimé, Salaud de pauvre que tout le monde connaît, qui est dans la traversée de Paris, c'est Gabin, et dans votre livre vous l'utilisez parce que vous montrez quelque chose d'important qui fait que ce n'est pas simplement un roman policier, c'est un roman noir, que les conditions de travail dans lesquelles on met les ouvriers fait qu'ils se battent entre eux et que vous n'idéalisez pas du tout la classe ouvrière. C'est-à-dire que moi j'ai connu le bâtiment très jeune, j'ai commencé à 14 ans dans le bâtiment avec mon grand frère qui est mort maintenant, paix à son âme, et donc à l'époque on pouvait laisser nos outils tranquilles sans problème, vraiment on pouvait laisser les chalumeaux, les pinces, tout ça, on pouvait aller boire un coup, on pouvait aller manger, on laissait les outils comme ça, on revenait, tout était là. Maintenant vous pouvez plus laisser un escabeau, faut l'enchaîner avant d'aller boire un verre ou d'aller pisser. Moi j'ai laissé 2 clés à molette il y a 1 an là, 5 minutes j'ai été pissé, je suis revenu, ils étaient barrés quoi. Donc c'est dégueulasse parce que les mecs, ils envoient, les tauliers envoient les types, on dit tu te démerdes sur place, on prend ta chalumeau, on prend une échelle, les types ils dérobent, voilà. Donc c'est non mais c'est montrer comment, et là, on a parlé de votre critique de la mondialisation des conditions de travail actuelles, comment on peut faire avec ce qui se passe actuellement sur le marché du travail, avec la pression du chômage, comment on peut faire d'ouvriers des salauds de pauvres au sens de Marcel Aimé, c'est-à-dire d'ouvriers qui vont avoir comme premier ennemi des gens de leurs conditions. Ce livre, dont on aurait pu considérer que peut-être il pouvait avoir une fin heureuse, il y a une espèce d'échappée vers la folie. Moi je dirais que plutôt mon personnage reste sur un pont entre le cerveau reptilien et le néocortex, c'est-à-dire qu'il reste dans le brouillard et il faut... Je ne vais pas donner toutes les clés du bouquin, mais il y a un livre secret dans mon livre, c'est-à-dire qu'un roman peut en cacher un autre. C'est-à-dire qu'il faudrait se demander si mon personnage est vraiment vivant dès le départ, et d'où il parle. Oui. Et je crois que vous avez conquis les mots. Vous êtes maintenant, et vous présentez, vous êtes un écrivain. Ah oui, il y a 30 ans de travail, moi j'écris tous les jours depuis 30 ans, donc il ne faut pas croire que c'est pondu par hasard. Il y a vraiment un immense travail derrière. Moi je dis une chose, un romancier c'est 100% de transpiration et 1% d'inspiration, surtout dans le polar. Parce qu'il faut le petit pourcent en plus qui fait que le lecteur court après vous tout le temps. En tout cas, Nana Rousseau, je voudrais, au terme de cet entretien, vous faire un petit cadeau. Je pense que, voilà, vous connaissez Manchette. C'est extraordinaire, c'est très gentil, je vous remercie. Je l'ai vu souvent et puis j'ai jamais osé me l'acheter parce que c'est très sympa. En tout cas, moi je suis très heureux d'avoir pu vous rencontrer. Je pense qu'on a découvert un homme, qu'on a découvert un écrivain. Et en tout cas, nous, on est d'accord pour vous réinviter dès votre prochain roman. Pour le prochain, d'accord, ok, je serai enchanté de revenir. Merci beaucoup.